Vous aviez écrit, je crois, 2-3 fois à l'abbé Schmidberger. Exactement. Donc, je pense que j'ai été relativement succinct dans ma description, surtout à cet âge-là, vous imaginez, que c'est difficile de rentrer dans des détails, surtout par rapport à ce genre de choses. Mais je pense précisément que la fraternité à ce moment-là a fait preuve de très peu de discernement en n'enquêtant pas plus. Oui, ça c'est vrai. En ne s'intéressant pas probablement à des faits antérieurs qui, comme je vous dis, ont eu lieu par exemple chez les Louveteaux quand il était en Champagne. Ça je sais pas, mais vous. Donc c'est fait dans Champagne. Est-ce que l'abbé Schmidberger était informé? Je n'en sais rien, je ne peux pas parler à la place d'autres personnes. Justement, je sais pas si je ne peux pas vous donner des noms. Dans le dossier, il n'y a pas d'autres. Vous étiez le premier. Mais écoutez, qui a écrit. Je ne suis... sais pas s'il y avait des autres témoignages. Ah, c'est une affirmation de votre part. Vous me dites dans le dossier, je suis le premier à signaler. D'accord. En tout cas, dans le dossier à Menzingen, Rickenbach, votre lettre est la première. D'accord. Qui arrivait. Est-ce qu'il y avait des par téléphone? En tout cas, il n'y a pas de notes, pas de rapport. Mais disons, l'abbé Schmidberger, donc, qui était à l'époque supérieur général, quand cette lettre, c'est à lui que j'ai écrit, entre parenthèses, j'ai également parlé à l'abbé Aulagnier de la chose quand j'étais à Beach, donc à l'époque. C'est ça je crois qu'il est mentionné. Donc, légèrement après le moment où cette lettre a été envoyée à l'abbé Schmidberger, quelques mois plus tard. Donc, lui aussi était informé. Il y a des réponses, des lettres de l'abbé Schmidberger à l'abbé Péniaud. En tout, je crois qu'il y a 3. Avec aussi il prend des mesures, il peut plus faire des camps, s'occuper des jeunes. Mais des mesures de quel ordre? C'est une interdiction d'organiser des camps et s'occuper des jeunes. Il donne aussi des mesures, qu'est-ce qu'il doit faire, de comportement. Et de quand date cette lettre? 90. Oh, entre Suisse et Belge, on peut dire 90. Ah oui, aussi 90. La première lettre, c'est 21 décembre 90, où il dit il a reçu des faits. Il semble, après l'abbé Péniaud contesté, mais dans une autre lettre de l'abbé Schmidberger le 25 mai 91, il affirme, donc j'ai vu il s'appuie sur vos lettres. Oui. Et ce qu'il n'avait pas fait avant, donc il ne m'avait pas cité avant. Je crois qu'il a seulement cité les faits. Non, vous voyez, ça c'est aussi une partie de ma démarche, essayer de coller les morceaux, de faire une chronologie. En résumé, on peut certainement dire... Parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y avait, de notre part, certainement donc de la part du supérieur de district, du supérieur général, un manque de connaissances, comment faire, comment réagir à de telles investigations, à de telles accusations. Aujourd'hui, on ferait autrement. C'est aussi avec les documents de Rome, avec les scandales aux États-Unis, en Irlande. Le discours à St. Mary's à Sydney. Oui, par exemple, mais déjà avant, il y avait aussi
dans tous les pays, dans toutes les conférences épiscopales, on a pris des mesures, on a établi des documents, comment faire ces procès, comment faire. Mais dans les années 80, je ne veux pas dire que c'était pas seulement notre problème, c'était partout. C'est une autre époque. On ne savait pas encore comment faire, c'était nouveau. Alors l'abbé Schmidberger, de bonne foi certainement, donc il a parce que vous me dites qu'il y a eu 3 échanges. Malheureusement, j'apprends par un témoignage de première main que non, c'est pas ça. Oui, je reconnais bien son écriture. Vous connaissez son écriture. En effet, vous connaissez parfaitement les raisons qui vous ont fait quitter la France. Il semble l'abbé se plaint pourquoi on l'a muté. Alors, et vous avez... L'abbé Peignot se plaignait. Peignot, je pense, ça c'est... En effet, vous connaissez... Il était muté depuis où, en fait? Il était... Vous avez écrit la première lettre à 91, c'est ça? Je crois. Ou je ne sais plus la date exacte. Oui, mai 91. Alors il était d'abord... Et ces choses avec l'abbé Peignot, c'était à Bitch ou avec vous? C'était où? Ah non, absolument, absolument pas. C'était ici à Bruxelles. Également lors d'un camp en Vendée, un camp scout. Alors, ici, c'est pas... Dans cette lettre, c'est pas très clair. Est-ce que... Oui, je pense, ça doit être... Là, je vais avait des autres informations, parce que votre lettre arrive seulement en... Eh ben, il fait allusion au fait que l'abbé Peignot était mécontent. C'est ça. Et mécontent. Ça, c'est ma conclusion. Et mécontent. Oui. Alors, votre lettre est 91. C'est sa première lettre. Et c'est ça, c'est 90. Donc, il avait les autres informations. C'est avec grande peine que je vous écris ces lignes. En effet, vous connaissez parfaitement les raisons qui vous ont fait quitter la France et vous avez promis à ce moment qu'il n'y ait plus d'incident. Et vous étiez certainement sincère dans cette promesse. Son écriture n'est pas facile à lire. Non, c'est Malheureusement, j'apprends par un témoignage de premier main que la même, je crois déchu, je sais pas, je peux pas lire ça, déchu, a pris une nouvelle fois le dessus chez vous. Ne connaissez-vous pas la parole de notre Seigneur? Alors que vous dire, il donne des mesures, et dans une lettre plus tard, il précise, il dit, il n'a plus le droit de donner des camps. Et ça, c'est une lettre qui date de... La deuxième, 25 mai 91, après ma lettre du 21 décembre 90, vous m'aviez téléphoné contestant les faits qui sont à la base de mes monitions, je crois. Monitions, exactement. Monitions. Or, ces faits depuis me sont précisés et certifiés. Et ce sont vos lettres. Oui, c'est votre lettre. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Alors après, selon une information, et ainsi de suite, il est évident que dans de telles conditions, il faut que vous vous absteniez de tout apostolat auprès des enfants et jeunes gens. Oui. Donc ça, il est clair et net. Comme supérieur. Voilà. Je vous interdis donc formellement, dès aujourd'hui et pour toujours, des camps de jeunes. Donc en général, c'est l'apostolat avec les jeunes et concrètement des camps des jeunes. C'est très fort, pour toujours. C'est ça, et pour toujours. Et ça, j'ai vu après, tous les supérieurs ont répété.
Mais, bon, c'est pas une... Mais vous comprenez que mes questions à Monseigneur Follet à propos de Conflans-Sainte-Honorine et de son aumônerie, parce qu'il a été aumônier à Conflans-Sainte-Honorine auprès d'une troupe et d'une meute qu'il connaissait très bien. Et donc, pour répéter, quelle année donc de 93 à 2002. Alors, on parle de 9 ans. Moi, je connais pas tous les... Il faudrait connaître tous les événements chronologiquement. En tout cas, c'est intéressant de voir. L'abbé Schmittberger, il n'a pas fait un procès. Le procès n'était pas correct, justement, comme aujourd'hui on ferait autrement. Mais dès le début, il y avait cette interdiction formelle. Mais c'est toujours l'abbé. En tout cas, ça c'est ma conclusion dans ces lettres, dans cette correspondance. C'est toujours l'abbé qui contre qui offense cette interdiction, qui organise quelque chose, et après, ce sont les supérieurs qui doivent dire non, mais on vous a donné l'interdiction de faire. Vous comprenez, c'est pas. Oui, mais certainement, on n'était pas assez strict. Mais ça. Ben oui, parce que ce sont des fautes avérées, donc c'est a posteriori que lui se justifie. Donc voilà, c'est un constat de la violation d'une interdiction. Oui, c'est ça, mais parce qu'il y a toujours un nouveau supérieur, oui. Il faut toujours apprendre. Aulagnier, d'abord c'est Aulagnier, Jorna, après, oui, Laurençon, avant tout, oui. et maintenant de Carqueret, donc il faut toujours... Pourquoi Laurençon avant tout? Là, je trouve des lettres. Ah, d'accord. Le Jorna, je ne le vois pas dans le dossier, Aulagnier non plus, mais c'est avant tout l'abbé Laurençon. Parce que c'est toujours lié avec des mutations. Il se plaint. Aulagnier, évidemment pas. C'est lui qui l'a placé à Conflans. Oui, mais peut-être il y a eu une correspondance, mais c'est pas, je trouve pas. Non, certainement qu'il n'y a pas eu de correspondance. Téléphoné, ou je sais pas, c'était pas. Vous savez, au début, même moi, comme jeune supérieur, on n'a pas. On pense à une bonne mémoire. Aujourd'hui, on fait des rapports, on fait des copies. Bon, c'est déterminé. Non, simplement pour dire, la réaction, elle est juridiquement pas correcte. On aurait dû faire des enquêtes. Ce qui est vraiment pas clair, pourquoi l'abbé Aulagnier ou pourquoi l'abbé Schmittberger n'a pas exigé de l'abbé Aulagnier de respecter ça. Absolument. C'est ça le problème. Et ça, c'est incompréhensible pour moi. Oui, c'est incompréhensible, c'est vrai. Je l'explique un peu avec ces deux choses. C'est incompréhensible aussi. Vous ne m'avez en fait pas dit quel était le contenu de cette troisième et dernière lettre de 92. Oui. Donc en fait, juste un an, ça nous éclairerait peut-être. C'est juste. Non, je peux vous dire. Alors cette troisième lettre, c'est après notre conversation téléphonique de hier soir, donc le 2 juin. J'ai encore une fois lu attentivement les témoignages mentionnés dans ma lettre du 25 mai 92. Or, l'affirmation est très claire. Il semble l'abbé à nier ou à contester. L'affirmation est très claire. Il s'agit de toucher impur sur enfant répété. Et dans votre voiture et dans votre bureau. Oui. Malheureusement, il y a déjà des enfants qui parlent entre eux. Et donc, votre réputation est gravement en jeu, et par le fait même, celle de la Fraternité Sacerdotale Saint-Bilice. Croyez bien que, ainsi de suite, de ma part. C'est pourquoi je ne pourrais que confirmer la décision communiquée dans la lettre du 25 mai. Donc,
voyez, c'est logique. Il reçoit ça, c'est très fort, c'est très fort. Oui. Alors, il conteste, il téléphone, dit, mais c'est injuste, c'était pas... Il minimise, je suppose maintenant. Oui, absolument. Et l'abbé Schmidberger, il relit les lettres, et il dit, non, c'est clair, et je ne peux que confirmer la décision communiquée dans la lettre, à savoir que je vous interdis tout apostolat particulier auprès des jeunes. Donc, de ça, et c'est ça, je pense que c'est ça que Monseigneur voulait dire ou dit. Il pensait, c'est clair, c'est réglé. La faute grave de notre part, c'est plutôt pourquoi on n'a pas appliqué ça. Et il a été renommé là directement après Bruxelles. Directement après sa lettre. J'ai vu les lettres de la Laurence, il essaie d'interdire. Et avec quelle peine, oui, et avec quelle, je sais pas, quelle franchise ou quelle. C'est incroyable, l'abbé Peignot, il savait tout ça, et il se défend, il dit non, mais c'est. Je me pose une question. Oui, c'est bizarre. Ben, ça s'appelle du mensonge, ça s'appelle de la perversion. Mais ça c'est perversion, c'est pas mensonge, je crois. Ces gens, ils sont malades. Et ils pensent être guéris ou ils pensent ne plus faire. Mais oui, mensonge, je crois que c'est maladie. C'est maladie, Ils ne comprennent pas, en tout cas ça c'est sûr, ils ne comprennent pas qu'ils sont malades, qu'ils sont pervers, qu'ils sont... ils ne comprenaient pas que lui ne pouvait plus faire cet apostolat. Alors les supérieurs le répètent et il ne le croit pas et il force. Il a un caractère, je ne le connais pas très bien, un peu, mais dans ses lettres il est tellement colérique, il a un caractère... Il s'impose, il organise, sans permission. C'est ça. Et après, les supérieurs, c'est ça que je vous dis, avec quelle peine les supérieurs essayent de maintenir ça, de respecter ça, parce que la veille, tout le temps, en tout cas à plusieurs reprises, comme vous dites avant tout déjà, la jolie, il essaye de contrecarrer, je ne sais pas, d'oublier ou de... En tout cas, il y a des lettres, il y a des téléphones. Pour l'abbé Schmidberger, c'était clair. Et aussi pour l'abbé Peignot, c'était clair. Il ne peut plus faire. Mais déjà 2 ans ou 1 an plus tard, il organise ça. Alors, pourquoi l'abbé Olanier n'a pas interdit? Vous voyez, il était tellement occupé avec des autres problèmes. Il était déjà un peu dans sa crise. 1 an plus tard, il était muté lui-même. L'abbé Schmidberger ne suivait pas bien. Encore une fois, ce ne sont pas des excuses, mais j'essaie de trouver. Non, ce ne sont pas des excuses, ce sont des explications. C'est ça, des explications. Comment on est arrivé là? Pour moi, si je vois maintenant la rigueur qu'on a avec des nominations, on se fait lui-même avec des choses comme ça, c'est incompréhensible qu'on a laissé faire. Et ça, comme vous dites, aussi longtemps. Pendant 9 ans, c'est invraisemblable. Toutes les insistances de l'abbé Peignot, c'est ça que vous tenez en main. C'est ça. Bon, c'est même pas complet, mais quelques lettres où il a... Eh bien, il y a beaucoup de prose. Hein. Par exemple, il écrit à M. l'abbé Laurence, c'est 2002. Mon père, pardonnez-leur. 2002... Donc c'était juste avant la fin du mandat de l'abbé Laurençon. Oui, mais c'est ça, et avant la fin de son mandat, lui aussi, à Mantes-la-Jolie. Oui. Mais justement, qui a succédé à l'abbé Laurençon? Il y avait 2 ans. De Cacré. C'est l'abbé de Cacré directement. Non. Oui. De Jorna était après l'abbé Olamier jusqu'à 96 jusqu'à 2002, l'abbé Laurençon, et depuis là, l'abbé de Cacré.
Et donc c'est l'abbé de Cacré qui l'a muté à Plauzat. Oui. À Plauzat, donc juste avant Ruffec. Mantes-la-Jolie, 93 jusqu'à 2002. Oui, exactement. Donc ça c'est la fin de Laurençon. Tout à fait. Après il est Ruffec. Ça je sais pas, ou je n'ai pas fait attention. Oui, enfin. Pourquoi il était muté? Oui, mais justement. Est-ce que c'est par hasard, c'est l'abbé de Cacré, ou est-ce que c'était ce... Non, c'est possible, parce qu'il y a tellement de lettres de l'abbé Laurençon. Si je me souviens bien, je devrais relire. Et si je me souviens bien, l'abbé Laurençon... attendez... L'abbé Laurençon a tout le temps essayé de le changer, de le muter. De Mantes-la-Jolie. De Mantes-la-Jolie. Je n'ai plus en tête ça commençait quelle année. Il est arrivé en 93 à Mantes-la-Jolie, il est parti en 2002. Oui, mais quand l'abbé Laurençon a essayé de le muter, et c'était plusieurs fois, il y avait des discussions avec Après de Jorna, mais je ne sais pas en quelle année est parti l'abbé de Jorna. L'abbé de Jorna, 96. Mhm. Donc, je veux dire, l'abbé Laurençon a vu, il faut le muter, mais c'était difficile parce que... Bon, difficile. Feuley était nouveau. Depuis 2 ans, il était là. Il ne connaissait pas... Oui, comme l'abbé Schmidberger et l'abbé Pignot, c'est ça que je veux dire. L'abbé Pignot, il a tellement résisté, il voulait rester. Il y avait des campagnes de fidèles. Vous voyez, ça faut. Oui, ce ne sont pas des excuses, mais ça montre que c'était difficile pour les prieurs, les supérieurs. Il y a toute une campagne des fidèles parce qu'il a bien fait sa chapelle, son travail. Il y a même des lettres des parents qui défendent, qui disent non, mais laissez faire cet abbé Pignot, ce scoutisme parce qu'il fait très bien. Donc, vous êtes de jeunes supérieurs du district, vous recevez ça et vous maintenez la mutation. J'ai vu même avec l'abbé de Cacré. Bon. L'abbé de Cacré, manifestement, a pris la chose tout à fait autrement. Ah oui. Tout à fait autrement. Encore une fois, parce que c'est lui qui l'a muté. C'est l'abbé de Cacré qui l'a muté hors de Mantes-la-Jolie. Oui. Et immédiatement. C'est ça. Mais c'est déjà l'abbé Laurençon qui a préparé, qui a vu. Il a jugé qu'il était plus simple de le laisser en place à Mantes-la-Jolie plutôt que de... Non. Déjà l'abbé de Jorna était manifestement informé aussi. Là, j'ai pas vu de documents, de rapport. Non mais, encore une fois, vous voyez, maintenant, ou de votre situation, c'est évident, c'est intolérable qu'on m'a laissé. Mais vous arrivez comme jeune supérieur de district, vous avez tout de suite une campagne de fidèles pour l'abbé Pignot. Vous avez tellement de problèmes, tout est nouveau. Je comprends que l'abbé Laurençon n'a pas pu tout de suite le virer. Si l'abbé Laurençon avait vu ça, s'il avait connu tous ces cas, je pense qu'il n'aurait pas attendu 6 ans. Mais, encore une fois, c'est l'histoire maintenant. Mais pour expliquer un peu pourquoi ça duré si longtemps. C'est important d'expliquer, ça certainement. Expliquer